Donc, je vais vous présenter ce dessin-là que si c'était un petit peu plus sombre, on le verrait mieux. Il y a plein de détails. Et comme peut-être vous pouvez le voir, il y a des aliments qui forment, premièrement, c'est une vieille montre. Une vieille montre, c'est fragile. On ne prend pas une vieille montre et puis on fait pas de la plongée sous-marine avec une vieille montre. On va en prendre soin et le mécanisme à l'intérieur, j'ai fait mettre des aliments pour montrer l'importance de chaque nutriment sur l'engrenage de la santé et de l'équilibre de la personne âgée. Et on a comme résultat une personne âgée qui est souriante parce qu'elle a atteint cet équilibre-là dans son alimentation. Il faut savoir qu'on a une trentaine de nutriments essentiels et dans ces nutriments-là, chaque nutriment joue un rôle comme l'engrenage de la montre. Et s'il manque un seul nutriment, bien, la montre ne nous donnera pas la bonne heure ou elle ne fonctionnera tout simplement pas. Et comme par exemple, ma montre a arrêté tantôt. C'est assez étrange, il y a une synchronicité quelque part. Puis pourtant, elle n'a pas un beau mécanisme comme ça, c'est peut-être ça le problème. Ensuite, donc, comme plan de présentation, je vais vous présenter les besoins nutritionnels de la personne âgée fragile. La fragilité, c'est quoi? Le lien avec l'état nutritionnel et les chutes, et les pathologies et les risques de chute. Et je vais conclure à la fin. J'aime bien commencer avec des histoires de cas. Avec les étudiants, ça fonctionne bien et je pense qu'avec vous autres aussi, ça va fonctionner. Donc, c'est Madame X, que j'appelle souvent Madame Gingras. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une Madame Gingras dans mon enfance qui était toute rayonnante, pleine d'énergie, puis elle me fait penser. Et donc, cette dame-là, elle est en pleine forme, elle vit dans sa maison. Et tout d'un coup, à chaque année, depuis 5-6 ans, elle a des rhumes l'hiver. Et ces rhumes sont de plus en plus difficiles à guérir. Et elle est souvent obligée d'aller aux antibiothérapies parce qu'elle se rend à la bronchite, la pneumonie. Et là, le médecin lui donne un antibiotique qui est un peu plus puissant, à plus large spectre, et il la retourne chez elle. Donc, je vais vous raconter ce qui est arrivé, mais dans l'autre histoire de cas tout à l'heure. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on est malade, est-ce qu'on a le goût de manger? C'est la dernière affaire qu'on a le goût de faire. On a le goût de se reposer. Si jamais on nous présente des aliments super appétissants, là, hein, on pense à des mamans qui disent on va essayer de faire des papas qui font des aliments très appétissants. Bien là, peut-être ça, je pourrais peut-être manger ça, mais je vais en manger un petit peu, puis je vais probablement finir avant d'avoir terminé mon assiette. Donc, à chaque fois qu'une personne âgée a une maladie qui va affecter son appétit, malheureusement, elle va perdre du poids, inévitablement. Et comme le docteur Gagnon l'a bien dit ce matin, ce n'est malheureusement pas la graisse qui part en premier. C'est très souvent la musculature qui va fondre. Et là, qu'est-ce qui arrive? D'habitude, un jeune qui perd du poids, parce qu'il est malade, c'est normal, là, vous avez tous perdu du poids à un moment donné quand vous étiez plus jeune ou quand il y a des jeunes dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait après? Bien, je ne sais pas pourquoi, mais on a de l'appétit pour revenir à une alimentation très plus riche. On mange plus et on récupère notre poids. La personne âgée va descendre comme ça, en marche d'escalier. Chaque fois qu'elle a une petite maladie, une petite perte de poids, elle va maintenir, puis une autre maladie, elle repère son poids graduellement. Et comme à chaque fois, elle perd de la masse musculaire. Donc, le vieillissement, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit? Qu'est-ce qui fait vieillir notre corps? Donc, c'est les cellules de notre corps qui vont vieillir. Et ces cellules-là qui vieillissent vont avoir une modification de leurs besoins. Les besoins d'une cellule jeune sont très bien déterminés.
Et on se rend compte qu'en vieillissant, les cellules ont d'autres besoins, peut-être un petit peu plus élevés en protéines, peut-être un petit peu moins en ci, un petit peu plus en ça. Donc, il y a une adaptation qui se fait avec le temps. Et les personnes, donc la personne qui vieillit a des besoins différents de celles d'une jeune. Ce n'est pas une différence énorme, mais c'est une différence qui peut être significative. Donc, je vais vous parler du lien entre la nutrition et le vieillissement de 3 façons. De l'impact de la nutrition sur le vieillissement, l'impact du vieillissement sur la nutrition et de l'augmentation des risques de maladies reliées à l'âge. Donc, une des hypothèses qui est encore bien défendue pour le vieillissement, c'est les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, il faut voir ça comme une espèce de petite bombe qui se promène dans notre corps, qui va se former pour n'importe quelle raison. Et ces petites bombes-là vont envoyer des petits radicaux libres aux bonnes cellules. Les bonnes cellules vont être capables de se réparer si on a suffisamment d'antioxydants. Donc, l'oxydation, si vous laissez, c'est souvent des lipides, là, si vous laissez une livre de beurre sur le comptoir pendant un petit bout, vous goûtez au beurre, il n'est plus bon parce qu'il s'est oxydé. Hein? C'est plus une réaction qu'on voit souvent avec le gras. Donc, ce qui fait que les antioxydants vont agir vraiment sur la masse adipeuse. Et la masse adipeuse est souvent les phospholipides là, qui entourent la cellule de n'importe quel organisme. Donc, on a toujours besoin de ces antioxydants-là pour nous protéger contre le vieillissement. Ceci dit, est-ce que si on mange suffisamment d'antioxydants, on va arrêter de vieillir? Ça serait une maudite belle solution. Malheureusement, non. Et je vous dis que la journée que les nutritionnistes vont trouver la recette magique, là, on va vous le dire parce qu'on va l'avoir essayé nous autres aussi. Donc, il faut par contre prendre suffisamment d'antioxydants dans notre alimentation pour nous aider à mieux vieillir puis mieux corriger les effets du vieillissement. Donc, ça, vous avez les antioxydants principaux, là, les vitamines A, bêta-carotène, vitamine C, vitamine E, sélénium, cuivre. Je peux vous dire, là, dans la vitamine A, ça se trouve... Puis là, juste pour vous montrer un petit portrait de la complexité d'une alimentation qui satisfait tous les besoins. Vitamine A, on trouve ça que dans les produits animaux. Le foie, la viande, le poisson, les œufs, c'est dans le lait, c'est dans ces produits-là qu'on va trouver la vitamine A. Par chance, la bêta-carotène peut compenser pour la vitamine A, c'est comme 2 morceaux de vitamine A. Donc, ceux qui sont végétaliens, qui ne mangent pas du tout ces produits-là, vont manger beaucoup de bêta-carotène pour compenser. Donc, carotène, facile, il y en a dans les carottes, mais il n'y en a pas juste dans les carottes. Les abricots, les mangues, les légumes verts, les patates douces, le persil. Il y a même des études qui ont démontré que les bêta-carotènes donnés en supplément pouvaient améliorer la performance cognitive chez des personnes âgées si on le comparait à un placebo. Donc, c'est très intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure performance et est-ce que ça pourrait prévenir la dégradation dans les maladies cognitives comme la maladie d'Alzheimer que tout le monde connaît? Vitamine C, bon, vous connaissez, fruits citrins, les fraises, les poivrons, les kiwis. Attention, la vitamine C, il n'y a pas de lien avec le rhume. Tout le monde pense qu'on prend beaucoup de vitamine C quand on prend un rhume. Tout ce que ça fait, c'est que ça augmente l'enzyme, la nécessité d'avoir beaucoup d'enzymes pour dégrader le surplus de vitamine C, parce que notre corps en a besoin de 80-90 mg par jour. Quand on en prend des 1 g par jour, là, c'est 10 fois les besoins. Et si on en prend beaucoup, bien, notre corps est obligé de compenser pour fabriquer des enzymes pour l'éjecter dans notre urine. C'est pas juste passif, là. Ça s'en va pas juste dans notre urine, puis regardons, il y a plein de vitamine C dans la toilette. Ça se fait activement. On a besoin de fabriquer des enzymes. Donc, la journée qu'on arrête de prendre de la vitamine C, bien là, on a plein d'enzymes pour enlever de la vitamine C. Fait qu'on peut avoir une carence
de vitamine C après avoir arrêté. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer, ceux qui veulent absolument en prendre, ils commencent lentement, puis ils réduisent lentement pour que le corps s'habitue. Vitamine E, les huiles, les margarines non hydrogénées, les noix, les avocats, les sardines, les asperges, les épinards. Il y a beaucoup d'études sur la vitamine E et les maladies invalidantes qui peuvent causer des chutes. Et ça sort depuis à peu près une vingtaine d'années, des bonnes études, et on se rend compte de l'importance de la vitamine E comme antioxydant du cerveau. Et il pourrait peut-être y avoir même des voies d'avenir dans ce sens-là. On pourrait peut-être réduire l'évolution de certaines maladies neurologiques. Sélénium, les noix, les huîtres, le thon, le saumon, les autres poissons, le cuivre, les abats, les fruits de mer, le chocolat. Donc, comme vous avez vu, je vous ai nommé quand même beaucoup d'aliments qui proviennent des animaux. C'est facile avec des gens qui ne sont pas végétariens de satisfaire les besoins, mais quelqu'un qui décide de devenir du jour au lendemain végétarien peut avoir beaucoup de conséquences. Donc, est-ce qu'il y a une potion magique pour le vieillissement? Malheureusement, non. Il y a plein de voies de recherche intéressantes, mais il n'y a pas de vitamine miracle et il n'y a malheureusement pas de réversibilité non plus au niveau de l'alimentation. Ce qui est réversible, c'est de corriger une déficience. Lorsqu'on a une déficience nutritionnelle, qui même peut durer assez longtemps, lorsqu'on la corrige, le corps peut revenir à son équilibre. Donc, il y a toujours moyen de corriger ou de traiter une déficience. Donc là, je vais parler de l'impact du vieillissement sur la nutrition. Ça, c'est pour vous montrer, dans le fond, qu'une personne adulte, un jeune adulte comparé à une personne âgée, bien, elle va avoir plus de masse musculaire et son métabolisme de base va être plus élevé. Et ses activités physiques, ça, c'est 2 personnes en santé là, qui vivent à domicile. Donc, ces activités physiques des plus jeunes vont être plus élevées. Et la dépense énergétique totale, à ce moment-là, est plus élevée qu'une personne âgée. Est-ce que ça veut dire pour autant que les personnes âgées ont moins besoin d'aliments? Au contraire, on a besoin des fois peut-être un peu moins de calories, mais on a besoin de plus de protéines, plus de cuivre, plus de zinc, plus de B12. La B12 est très bien documentée. Donc, je vous ai fait un petit tableau d'exemple où on a une personne de 25 ans, une dame de 60 kg. Donc, toujours le même poids. 60 kg, 25 ans, ses besoins en énergie, c'est 2750. Ses besoins en protéines, c'est 50 grammes. 50 grammes, ça se mange assez facilement. Chaque œuf, par exemple, c'est 8 grammes de protéines. Un once de viande, c'est 7 à 8 grammes de protéines. Fait que ça s'atteint assez facilement. La madame de 85 ans qui est en santé, elle, ses besoins en énergie sont inférieurs, mais ses besoins en protéines sont bien plus élevés que la personne de 25 ans. Fait qu'elle, elle ne peut pas juste manger la pointe de tarte au pacane que la jeune ne mangeait pas, là. Hein, la jeune, elle mangeait, pour arriver à 2750, là, mettons qu'elle mange une pointe de tarte au pacane, c'est une tarte qui est plus populaire chez les personnes âgées, mais mettons, quand elle mange ça, la personne âgée qui veut être en santé, bien, elle a le goût de la manger, la tarte au pacane, bien souvent, ce qui est bien correct, mais ça ne donne pas de protéines. Si on pouvait ajouter des protéines dans la tarte au pacane, bravo, on trouverait une solution pour améliorer la prise de protéines. Et je vous dis des trucs, là, on pourrait en trouver ensemble des centaines de trucs pour juste enrichir des aliments, pour améliorer les apports, parce qu'il faut que chaque bouchée, à ce moment-là, devienne plus, pas nécessairement plus calorique, mais plus énergétique, plus riche en protéines, plus riche en nutriments. Donc, on a moins de volume de nourriture
pour combler plus de besoins. C'est un défi extrême. Bon, peut-être pas extrême, mais c'est un grand défi dans le contexte de notre réseau de la santé que je parlais avec M. Barrette tout à l'heure. Si on la met à 85 ans, cette même dame-là qui a une infection post-chirurgie, post-fracture. Vous avez déjà vu ça, Dr Gagnon, probablement, hein? Une belle personne âgée qui est en pleine forme. Elle tombe à la maison et elle a une fracture et elle a une infection post-fracture. Là, ça devient deux stress importants. On est toujours à peu près à 2200 calories, mais au niveau des protéines, on est rendu à 120 grammes de protéines. Donc, c'est plus que 2 fois ce que la jeune de 25 ans devrait manger. Fait que là, si on pouvait mettre une tarte au pacane aux protéines, ça serait l'idéal, ça passerait, puis là, ça serait une mini-pointe parce qu'ils ne peuvent pas manger beaucoup à la fois. Et si on dit cette dame-là, elle est en santé, mais elle a une maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, vous avez tous entendu parler des tremblements de la maladie de Parkinson. Tremblements, c'est au début de la maladie. Quand nous, on les voit à l'hôpital, c'est des patients qui ont beaucoup de rigidité. Ils peuvent avoir des petits tremblements au repos, mais ils ont une grande rigidité. C'est comme si vous êtes sur votre chaise, là, mais contractez tous vos muscles ensemble, mais tout le temps. Ça veut dire, qu'est-ce que ça fait sur les besoins énergétiques? Bien, ça les augmente. Donc là, elle arrive à 2800 calories et 80 grammes de protéines. Donc, si elle ne mange pas ce surplus d'énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va perdre du poids. Donc, plusieurs patients que j'ai vus avec la maladie de Parkinson me disent « Bien, je comprends pas, je mange pareil comme avant. » Oui, mais c'est parce que votre corps en a besoin de plus qu'avant. Donc, votre alimentation d'avant, là, il va falloir la mettre comme ça. Oui, mais j'ai jamais assez faim pour ça. Je mange ce que je peux, je mange tout ce que je peux. Donc, il faut à ce moment-là que chacune des bouchées soit enrichie de calories et de protéines. Donc, ça, c'est un peu une initiation que je vous fais à c'est quoi la nutrition clinique dans un hôpital. C'est exactement ça. Et la même chose à domicile, lorsque vous avez une visite d'une nutritionniste en soins à domicile, on va regarder vos besoins et est-ce que votre alimentation satisfait vos besoins particuliers. Donc, chez une personne âgée, il y a l'énergie qui diminue, on en a parlé, les fibres qui peuvent augmenter, les besoins en protéines, on l'a dit, besoins en gras, besoins en calcium, besoins en B12, vitamine E, sélénium, cuivre, oméga 3, ça je l'ai dit. Les oméga 3, bien, une des particularités des personnes âgées, c'est qu'ils n'aiment pas les poissons. C'est vraiment remarquable. Certaines communautés religieuses, entre autres, la technicienne, parce qu'il y a les techniciennes en diététique qui font les menus avec les patients. Et c'est presque remarquable. Les personnes des communautés religieuses ont probablement qu'on leur a imposé les vendredis de poisson. La première chose qu'ils disent, je ne veux pas de poisson. Et là, ils ont le contrôle, puis on ne leur en donne pas de poisson, c'est correct, mais c'est parce que c'est difficile de satisfaire les besoins en oméga 3 sans poisson. Donc, en même temps de tout ça, je vous ai expliqué le phénomène de perte de poids par palier, par marche d'escalier. Bien, les personnes âgées n'ont pas soif. En fait, la soif n'est pas adaptée à leurs besoins. Donc, ils vont prendre un verre d'eau et ils vont dire « Ah, là, j'ai plus soif, je suis correct. » Alors que le corps en a besoin encore. Chez la personne plus jeune, elle va être capable de corriger toujours. Puis on dit très souvent, les nutritionnistes, soyez à l'écoute de votre corps. Votre corps vous dit vos besoins. Donc, il faut tout simplement revenir à une espèce d'équilibre en lien avec notre corps et
si on écoute bien notre corps, on ne devrait ni prendre du poids, ni perdre du poids. On devrait avoir une belle urine claire, hein, parce que ça, c'est toujours, moi, c'est mon indicateur de performance de l'hydratation. Quelle couleur est votre urine? Si vous ne prenez pas 3 grammes de vitamine C, bien entendu. Mais si elle est claire, bien, ça veut dire que vous buvez suffisamment. Quand vous avez chaud l'été, là, et puis que vous buvez la même quantité que d'habitude, bien, vous allez voir dans la toilette, le pipi va être jaune foncé. Et c'est tout simplement parce que vous n'avez pas répondu à vos besoins de soif. Les troubles gastro-intestinaux, ils augmentent avec l'âge. Moi, quand j'avais 20 ans, j'en avais pas de reflux gastro-œsophagien, puis j'en ai depuis 10 ans, là. Et plus ça va aller, plus je vais en avoir. Et les selles, hein, toutes les personnes âgées, un des points communs, c'est qu'ils vont se parler de leur constipation. Ah, toi, es-tu régulière? T'as-tu ça? Alors qu'avant la ménopause, le terme régulière voulait dire d'autres choses. Il y a des problèmes de dentition et de déglutition, ce qui est de moins en moins vrai. Les personnes âgées d'aujourd'hui nous arrivent avec des dents naturelles. Moi, quand j'ai commencé, il y a 30 ans dans le réseau, j'étais préposé aux bénéficiaires. Et mon travail consistait à laver les patients, mais laver les dentiers. Et on lavait les dentiers presque à tous les patients, puis après ça, on retrouvait la bonne bouche. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont leurs propres dents, et bravo, mais ne sont pas toujours en bon état et ils ne sont pas bien entretenus non plus. Autant à domicile que dans le réseau de la santé. Dans le réseau, actuellement, moi, c'est une bataille continuelle parce que ça change toute la qualité de la déglutition et les risques en plus de pneumonie. Parce qu'on a des bactéries dans la bouche qui vont nous causer une pneumonie qu'on appelle d'aspiration si on aspire cette salive-là dans nos poumons. La résistance au changement, bien ça, c'est pas nouveau, hein. Même les jeunes sont plus résistants au changement, mais plus on vieillit, plus on devient rigide sur nos habitudes alimentaires et c'est compréhensible. Donc, on travaille autrement avec des personnes âgées. On n'essaiera pas de dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger du brocoli. Ça fait 75 ans, j'en ai pas mangé, j'en mangerai pas à 82, là. Ça, c'est... Donc, nous, on travaille beaucoup avec les habitudes actuelles, puis on va essayer de gérer dans les habitudes. La polymédication, les incontinences, la solitude, les deuils, c'est toutes des choses qui vont affecter l'appétit. Vous venez de perdre votre mari, vous venez de perdre votre enfant. Imaginez quel impact ça peut avoir sur votre appétit. Donc, le défi est grand de trouver une solution, une potion qui va changer à tous les jours, hein, parce qu'on veut trouver les bons aliments qui va satisfaire aux besoins, tout le temps en ayant en tête que les gens ont moins faim, moins soif et qu'il y a des problèmes multiples de santé. Et ça ferait, si on écoutait les dossiers, ça ferait juste des restrictions, plus rien dans l'assiette. Donc, nous, les nutritionnistes, on les enlève, les restrictions, on met beaucoup, on insiste beaucoup sur la prévention de la dénutrition. Donc, les problèmes au niveau autant à domicile que dans les institutions, c'est l'identification des personnes à risque. Les dépistages ne sont pas faits dans les CLSC. Donc, il pourrait y avoir des dépistages faits grande population. Là. Il y a des dépistages auto-répondants. La personne répond, il arrive à un score et il pourrait appeler le CLSC. Bien, j'ai un score de 18. Est-ce que ça dit de consulter le CLSC? Donc, moi, je serais une personne à risque. Il y en a des outils comme ça et des outils administrés qui peuvent être administrés avec des clientèles qui ont moins de capacité cognitive. Toute la recherche existe, mais elle n'est seulement pas mise en place pour aller identifier les personnes à risque et qu'on puisse ensuite les traiter.
Donc, si on finit avec l'augmentation des risques de maladies nutritionnelles avec l'âge, bien, je voulais vous parler au moins de deux grands problèmes. C'est quoi la malnutrition et c'est quoi la dysphagie? Donc, c'est les deux grands problèmes que je vais aller un petit peu plus loin. Donc, la malnutrition, on peut dire que c'est la grande famille de la dénutrition et de l'obésité. Donc, on est malnutri lorsqu'on a soit une dénutrition ou soit de l'obésité. On peut être obèse et dénutri en même temps. Ça se peut très bien parce que ça se peut que même si on est obèse, on n'ait plus de protéines, plus de réserve de protéines dans notre corps. Donc, on appelle ça la dénutrition primaire, donc celle qui est due tout simplement à une diminution des apports, on mange moins. Mais la dénutrition secondaire, c'est celle qu'on voit le plus souvent, qui est dans le fond secondaire une maladie qui va diminuer les apports ou l'utilisation des nutriments. Ça peut être une malabsorption, ça peut être la maladie de Parkinson que je vous ai expliqué tantôt, la maladie d'Alzheimer, qui a à peu près le même effet. On ne sait pas exactement pourquoi, mais les dépenses énergétiques augmentent, donc les besoins énergétiques vont augmenter aussi. La dysphagie, j'entendais ce matin le syndrome post-chute. Moi, je dirais qu'il y a le syndrome post-étouffement. Les gens peuvent développer une peur de s'alimenter une fois qu'ils se sont étouffés ou qu'ils ont eu une grosse toux secondaire à l'alimentation. Imaginez, ça vous est tout déjà arrivé en fin de semaine, je ne sais pas pourquoi, encore une synchronicité, je me suis vraiment étouffé. C'est pas vraiment étouffé, là, c'est coronaire. Là. Étouffé, c'est asphyxie, mort. Mais j'ai toussé énormément avec un morceau de viande hachée qui avait passé mes cordes vocales, donc qui était vraiment rendu là. Et j'ai senti cette peur-là, cette crainte-là, puis pourtant, que je donne des cours là-dessus depuis 20 ans. Je sais bien que j'étais très conscient que j'avais aucun risque de mourir. Mais cette urgence-là d'aller au bout de notre souffle, de pouvoir inspirer, de ensuite tousser comme il faut pour éjecter le corps étranger, ça peut donner cette crainte-là de manger. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de patients aussi. Et ces patients-là deviennent dénutris à cause de cette peur-là de manger. Donc, la fragilité, j'ai pris la vision du dictionnaire parce qu'il y a plein de définitions de la fragilité. Ça rend compte d'une situation qui peut se briser, qui peut vite se briser. C'est un peu comme ça que je présentais ma montre tantôt, c'est un peu comme ça qu'il faut voir des personnes âgées fragiles. Celles dans la salle, j'en vois pas des fragiles comme j'ai comme image dans mon quotidien à l'hôpital. Pensez là, à une personne souvent très mince, mais qui a des troubles de mobilité, qui va avoir des troubles de santé, qui va avoir un faible appétit, qui va être en perte de poids, qui va avoir de la difficulté à voir, à entendre. Imaginez, on appelle ça la désafférentation. Là. On se déconnecte tranquillement du reste du monde parce qu'on voit moins bien, on entend moins bien, on goûte moins bien. Il y a aussi une réduction de la perception des saveurs. Donc, ces personnes-là, leur état est fragile. Et c'est un peu notre rôle de dire à quel niveau de fragilité en nutrition on peut la qualifier pour dire est-ce qu'elle est à grand risque de chute et de se briser une fois qu'elle va faire une chute. Donc, il y a beaucoup de variables qui vont influencer la fragilité. Je vous ai mis tout ça, mais encore la semaine passée, mis à part 2-3 petites affaires, j'ai une patiente qui avait tout ça. Tout. Et ça, c'est une madame qui est arrivée pour une réadaptation pour qu'on la retourne à domicile. Mais elle avait tout ça. Donc, puis je regardais l'alcool, c'était là aussi.
Donc, ça devient extrêmement complexe par quel bout on va prendre cette personne-là, comment on va, puis comment elle va vouloir améliorer sa condition dans ce contexte-là. J'aime beaucoup la spirale de la dénutrition parce que je vais finir mon histoire de cas de madame de 84 ans avec cette spirale-là. Donc, on voit ici carence d'apport, les maladies, le stress. Quand on parle de stress, c'est pas le stress que nous on vit, là, comme moi je vis en ce moment, là. Ça n'a rien à voir. C'est le stress métabolique. Ça veut dire une chirurgie. Aussitôt qu'on ouvre la peau, c'est un stress métabolique. Quand on a une maladie, un accident, une chute avec une fracture, même une chute sans fracture, ça peut donner un stress métabolique. Et ça, les personnes âgées peuvent en vivre plusieurs. La fracture en fait partie de ça. Et des traumatismes. Bien, tout ça, ça fait qu'on mange moins et on est moins adéquatement, on n'a pas un bon état nutritionnel dès le départ. Et là, tout d'un coup, il arrive un traumatisme aigu. Madame, que vous avez vue tantôt, non, je vais vous parler d'un cas réel, là. Une dame qui nous est arrivée, qui était à domicile et qui, justement, avait eu des antibiotiques, et là, un antibiotique plus puissant pour traiter son rhume. Et c'est la chose à faire, évidemment, mais là, elle s'en va à la maison et le surlendemain, elle dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la diarrhée. » Et là, pas une petite diarrhée, là, c'est la grosse diarrhée. Donc, elle court à la salle de bain et là, elle tombe et celle-là, elle ne s'est pas fracturé la hanche, mais j'ai plein d'autres histoires qui s'est fracturé la hanche et qui sont restées longtemps là. Et là, les selles sortent pareil, hein, c'est pas... et elle se fait mal, une plaie ouverte avec la selle, et puis ils peuvent rester là longtemps. Donc, pendant tout ce temps-là, cette dame-là, elle ne mange pas, là. Hein? Quand on reste à terre parce qu'on est en état de choc, soit qu'elle est inconsciente ou qu'elle est consciente, mais qu'elle n'arrive pas à appeler quelqu'un, par chance, elle avait un bracelet de sécurité, donc elle a sonné, et quelqu'un est venu la chercher rapidement. Elle arrive à l'hôpital, le médecin diagnostique un C difficile important, extrêmement grave. Il faut lui enlever la moitié du côlon. Et en urgence. La famille a 48 heures pour se prononcer. En fait, 48 heures plus tard, la dame, elle serait probablement décédée. Donc, ils ont tout de suite dit oui, la famille. La madame était, la veille, là, était en pleine forme, cette madame-là. Elle avait toute... Et là, bien, enlever la moitié de l'intestin, bien, ça veut dire une iléostomie, un sac, pour le restant de sa vie, peut-être. Peut-être qu'ils vont être capables de faire une réanastomose après. Mais là, quand elle arrive à l'urgence, pensez-vous que l'urgence, c'est d'évaluer l'état nutritionnel? Hein? Il faut faire un test pour voir, mais pendant ce temps-là, madame, elle ne mange pas. Ça faisait déjà plusieurs heures, plusieurs mois qu'elle mangeait moins. Et là, elle ne mange pas en plus pour les tests. Et en plus, on la met NPO. NPO, c'est Nilpera, c'est rien par la bouche, parce qu'elle a un C difficile, puis elle va avoir une chirurgie. Donc, madame, elle sort de sa chirurgie avec un sac. Et par chance, celle-là n'avait pas une fracture de hanche, mais là, imaginez, il aurait fallu attendre pour l'autre chirurgie, pour la fracture de hanche. Là, elle arrive chez nous, c'est-à-dire elle arrive en soins intensifs, et son premier repas qu'elle a eu, ça faisait déjà, plus que ça, je pense qu'elle était rendue à 4 jours qu'elle n'avait pas mangé, parce que les soins intensifs secondaires, on lui donne un beau petit pâté avec une sauce orange. Elle n'a pas été capable de dire c'était quoi, mais elle a appelé sa nièce qui est physiothérapeute.
dans le réseau de la santé depuis 30 ans. Fait qu'elle dit, écoute, OK, ma tante, je vais arriver. Je vais te donner... donc, elle est arrivée avec du saumon fumé, des bagels, des affaires qu'elle aimait. Après ça, c'était un petit repas de sushi. Après ça, ça a été... Bon, elle a été capable de rattraper au niveau nutritionnel sa tante. Mais moi, je traite des patients souvent qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas cette chance-là d'avoir quelqu'un qui va lui apporter quelque chose à leur goût. Puis, c'est pas que l'hôpital ne fait pas d'efforts, je vais vous en parler après. Il y a des choses très importantes puis très valables qui sont faites à l'hôpital. Mais là, juste pour vous montrer, là, elle est rendue dans l'amaigrissement et qu'est-ce qui arrive ici comme premier effet? Déficit immunitaire. Parce que là, vu qu'on n'a plus de protéines alimentaires, bien, on mange nos protéines à l'intérieur. Il faut ramener la pression oncotique, la pression des protéines normales, et là, bien, on se mange à l'intérieur. On se mange nos bonnes cellules de notre système immunitaire, et là, bien, il y a une surinfection. Et la surinfection, post-chirurgie, c'est encore un classique du réseau qui a tout ça, là, ça a été démontré hors de tout doute que s'il y avait une intervention nutritionnelle très rapide, on pourrait avoir des meilleurs résultats. On ne pourrait pas enrayer la dénutrition, mais on pourrait avoir une réduction des complications post-chirurgicales et c'est extrêmement bien documenté. Là, c'est ça d'épais de littérature. Et ça fait des années qu'on en parle. Donc, si on revient plus spécifiquement aux chutes, je veux juste vous parler des facteurs de risque. Il y en a plusieurs, là, mais dans les pathologies chroniques. Si je prends la dénutrition, fonte musculaire, bien, quels nutriments sont impliqués? C'est l'énergie, les protéines. La dysphagie, j'en ai parlé. Les pertes cognitives, c'est la même chose. Le diabète aussi, c'est un risque de chute. Pensez-vous que quand on a une glycémie très, très, très élevée, puis qu'on a une vision tout embrouillée, on est capable d'avoir nos repères pour ne pas tomber. La même chose pour l'hypoglycémie. Donc, il faut maintenir un diabète bien contrôlé. Très souvent, on va essayer de bargainer avec les médecins, puis on va leur dire, bien, pourrais-tu ne pas lui donner de l'insuline ou un médicament qui peut avoir un effet qui peut créer des hypoglycémies parce que je n'ai pas confiance à ses habitudes alimentaires à la maison. Et on réussit à ce moment-là en équipe d'ajuster pour réduire les risques au maximum, mais il reste que l'alimentation est très centrale dans le traitement du diabète. Le Parkinson, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment prévenir les chutes? Bien, on a c'est sûr que, je pense qu'on en a parlé beaucoup, on m'a introduit beaucoup mon sujet aujourd'hui, j'ai été flatté. Dans le fond, c'est en améliorant l'état nutritionnel, je pense que c'est le plus grand conseil. Moi, ce que je dirais à monsieur, madame, tout le monde, apprenez à vous peser. Que ça devienne une routine de dans votre vie, dans votre routine de vie. Pesez-vous une fois par mois. Combien de fois je demande à une dame, à un monsieur, surtout les messieurs, c'est son pire, c'était quoi votre poids habituel, vous? Oh, je ne sais pas. Ça devait bien être une... Je ne sais pas. Il y a des dames qui me répondent la même chose. Les dames, c'est plus... j'ai plus de données, c'est plus facile. Parce que quand on vous pèse à l'hôpital, il faut le comparer à un poids pour être capable d'avoir... Elle a perdu poids depuis combien de temps? Et pour nous, c'est très important, cette information-là, parce que ça va nous donner le degré de dénutrition que la personne est. Les glycémies, j'en ai parlé tantôt pour les diabétiques, avoir un bon contrôle. Les apports en calcium, vitamine D, c'est très bien démontré et je vais vous montrer une étude tantôt pour la vitamine D. Oui.
Améliorer la musculature. Donc, je voulais vous montrer, cette étude-là, c'est dans le fond la vitamine D sérique. On a été capable de voir que lorsque on avait une vitamine D sérique, donc dans notre sang, qui était plus élevée, on avait moins de risque de chute que les personnes qui avaient moins de vitamine D sérique dans leur sang. Un régime riche en protéines, donc on a besoin, faites le calcul, là, écrivez ça quelque part, là, les personnes de plus de 65 ans ont besoin maintenant, en 2015, avec des études solides, de 1,3 g par kilogramme de poids. Avant, on parlait de 1, après ça 1,1, 1,2, là on est rendu à 1,3, peut-être que dans 3-4 ans, on va être rendu à 1,4. Mais ça veut dire quand même beaucoup de protéines comparé à votre alimentation d'avant. Donc, cette étude-là démontre bien que lorsqu'on fait de l'exercice avec des apports en protéines adéquats, on est capable d'augmenter notre masse musculaire et notre force musculaire. Ce n'est pas juste pour les jeunes, la musculation. C'est pour les personnes plus âgées et on a d'excellents résultats. Puis je vais tout de suite vous montrer ces résultats-là. C'est chez des nonagénaires, des 90 à 96 ans. C'est des messieurs qui se sont prêtés à faire de l'exercice et à manger des protéines adéquatement. Et regardez leur force musculaire et le volume musculaire des membres inférieurs a augmenté de façon extrêmement significative. J'ai les pourcentages là. Je ne me souviens plus. 9 48 de force. Donc, c'est énorme. Ça peut prévenir une chute. C'est évident que le problème avec cette étude-là, ils l'ont faite pendant 2 mois et ils sont retournés voir ces personnes âgées-là 6 mois plus tard et ils avaient toutes reperdu. Ils avaient arrêté. Exactement. Et donc, il faut continuer à faire. Donc, ça serait le temps de conclure. Ah? Il était une résidence, une personne âgée? Non, 90 ans à domicile, en pleine forme. Donc, je vais conclure que l'indicateur de performance dans le réseau de la santé, c'est le coût aliment. Donc, l'hôpital qui est le plus performant, c'est celui qui réussit à avoir le coût aliment le plus bas. Donc, voyez ce que ça a fait sur l'évolution du coût aliment. Nous, c'est la ligne ici, évidemment. Et là, il va y avoir une autre chute avec les coupures actuelles. Là, ça va revenir au prix de 93. En 1993, qu'est-ce que vous aviez comme budget aliment? Bien, on vous imposerait aujourd'hui d'avoir le même budget et de donner plus, parce que notre clientèle, elle est beaucoup plus malade qu'avant. Donc, il y a une recette qui a été faite en Ontario. On a dit aux établissements, on vous donne 7,50 par jour, mais donnez-nous des résultats. Prouvez-nous que vous répondez aux besoins de la clientèle, mais on vous donne juste un budget fixe. Ça serait déjà 1,75 $ de plus que nous par jour. Oui, qu'au Québec en général. Mais malgré tout, il y a des études qui ont été faites en Ontario et il manque des nutriments dans les aliments. Donc, en conclusion, notre clientèle est de plus en plus âgée, de plus en plus malade. La polymédication est devenue presque la norme et c'est un constat qu'il faut faire et qui augmente les besoins par les interactions médicaments-aliments, médicaments-nutriments. Il y a ce que je n'ai pas mis là-dedans, là, c'est qui est comme point extrêmement positif. Si vous faites de l'exercice, vous améliorez votre musculature, assurez-vous de prendre de la vitamine D, suffisamment de calcium et vous allez avoir des os, du moins le plus potentiellement solides, considérant votre état général. Donc, merci beaucoup pour votre attention.